Eh bien, écoutez, je pense qu'on va démarrer ce webinaire pour le lancement donc d'Open Capture version 4. Nous sommes donc le 5 mai 2026. Je vous remercie déjà à tous et à toutes de participer à ce webinaire. Donc, on va être dans un ordre du jour assez construit, mais qui va être en ligne avec les informations que vous avez eues avant cela. Donc, on va faire un petit tour d'abord sur la présentation de la société, l'écosystème de la société, et ensuite faire le focus bien sûr sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Open Capture V4, la mise en ligne de son nouveau site web que vous êtes peut-être déjà visité, son architecture fonctionnelle, comment ce produit est construit, et enfin le changelog de la version 4, avec le focus sur les fonctionnalités bien sûr les plus visibles et les plus marquantes, hein, que ce sont, dans un premier temps, la refonte totale des interfaces. On verra ensuite des fonctionnalités, plus de traitement dans le flux documentaire, la conformité aux normes dites de copie conforme, NFZ 4220, 4226, et enfin quelques fonctions, focus sur quelques fonctions, notamment de création de champs, tout ce qui est lié à l'IDP, hein, la partie traitement documentaire, et bien sûr avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Et on terminera par une session de questions-réponses. Edicium, donc nous sommes une société d'édition et d'intégration historiquement créée en 2009. Une société qui aujourd'hui évolue sur le marché de la capture. Alors, je vais enlever ça, voilà. Tout ce qui est capture, acquisition de documents et la partie GEC avec, de manière générique, le traitement automatique de ces flux-là entrant, sortant, circulant. Edicium, donc créé en 2009, aujourd'hui représente 7000 utilisateurs de nos solutions dans le cloud, mais également donc 250 clients, ce qui représente 250 clients sous contrat aujourd'hui. La société est composée de 25 collaborateurs, un tiers à peu près sur les effectifs en recherche et développement, intelligence artificielle et ainsi de suite, donc tout ce qui concerne le développement produit. La société déploie, réalise environ 25 à 35 projets annuels en tout genre. La société se porte bien, une croissance qui est régulière depuis donc 2009, date de sa création, et reste dans une dimension de type petite moyenne entreprise. La société s'est engagée maintenant depuis 2023, quand on a déposé un dossier auprès d'un dispositif qui s'appelle CEDRE, qui est porté par la région Sud, la région dans laquelle la société a établi son siège social. Ce dispositif a pour vocation d'accompagner les sociétés, hein, dans une transition et tout ce qui tourne autour de la thématique RSE. Ça, c'était une première étape pour, on va dire, essayer dans un premier temps, et c'est l'objectif à moyen terme, de décrocher un label, notamment le label numérique responsable. Tout ça nous a fait prendre conscience à un moment donné qu'il fallait aussi s'intéresser à notre activité. Pour ce faire, le meilleur moyen de le faire aujourd'hui, c'est de réaliser son bilan carbone. Le bilan carbone, c'est donc un exercice qui va concrètement mesurer les émissions de gaz à effet de serre que vous produisez en prenant en compte l'intégralité de votre activité, que ce soit de l'amont à l'aval. Ce qu'a révélé ce bilan carbone en 2023, sur l'exercice fiscal 2023, pardon, il était fait en 2024, c'est que 40% de ces émissions venaient de la production, en gros, de nos logiciels, hein, de l'infrastructure, des serveurs et tout ce qui était moyen informatique pour produire, faire tourner le service de nos logiciels. On va y venir puisque ça a une influence derrière sur une stratégie d'entreprise qui est celle de vouloir aussi être dans une logique de développement frugal de nos logiciels pour ne pas que ces chiffres-là deviennent pénalisants, double, triple, c'est un petit peu la tendance aujourd'hui, pour ensuite finalement être un producteur de gaz à effet de serre, parce que notamment l'intelligence artificielle nous y emmène tout droit si on ne prend pas certaines précautions, avec plusieurs avantages, mais aussi des inconvénients, on verra plus tard.
Donc ça, c'était la première partie. Maintenant, on se focalise sur l'offre de la société qui est composée de deux produits, deux solutions. La première, Open Capture, le cœur du sujet aujourd'hui, qui est une solution d'IDP, hein, de traitement intelligent du document, dans lequel on combine de l'OCR et de l'intelligence artificielle pour automatiser des processus documentaires, notamment de la capture, du traitement et de l'export de données. Bien évidemment, le logiciel courrier qui suit peut être un réceptacle de la partie capture, entre autres, mais on ne découple jamais nos offres d'une partie service, puisque la société a fait le choix d'être intégrateur aussi, avec une offre portée par des consultants chevronnés aujourd'hui, qui connaissent parfaitement ces projets, ces sujets, et qui accompagnent nos clients, nos prospects et aussi nos partenaires dans le déploiement de ces solutions. La singularité de ces deux produits, c'est qu'ils sont distribués sous licence open source. Donc, c'est une licence libre qui permet de distribuer les logiciels, de séparer le modèle économique de distribution de la partie économique. Donc, les logiciels sont distribués leur code source. Bien sûr, il y a des droits, mais des devoirs aussi par rapport à ça. Nous, on va proposer des prestations qui tournent autour de tout ce qui peut être expertise, développement, support, mais aussi animer une communauté qui va nous permettre de faire évoluer ces produits pour qu'ils soient le plus agiles possible et répondre aux besoins de nos clients. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'un financement est trouvé pour faire évoluer cette solution-là, ben, elle en bénéficie à tous les autres, tous les suivants qui vont télécharger ce logiciel-là. Donc c'est une philosophie, c'est un modèle économique qui aujourd'hui a du sens parce que porté aussi par une large communauté et un mouvement globalement qui s'amplifie d'année en année. Vous allez retrouver beaucoup de contenu autour d'Open Capture que vous pouvez consulter sur une playlist sur la chaîne YouTube de la société, dans lequel vous allez retrouver sous forme de leçons, des tutoriels qui vont vous permettre donc de vous replonger dans l'univers d'une démonstration. Alors il faut attendre un petit peu de temps si vous voulez qu'on retourne ces tutoriels avec la nouvelle version, puisque là vous allez avoir des écrans et des fonctions, des interactions qui ne sont pas tout à fait les mêmes par rapport à la nouvelle version. Ça prendra son temps, mais ça viendra. Il existe aussi un site de démo, vous pouvez le tester, vous y connecter. Il va être mis à jour dans les heures à venir pour passer sur la dernière version, parce qu'aujourd'hui, on officialise le lancement de cette version-là, dans lequel vous pouvez, avec le guide de visite, pouvoir utiliser le logiciel et en tester les principales fonctionnalités. La société est totalement autonome dans son environnement et surtout dans son périmètre d'action. Elle assure le support, la formation, l'accompagnement et tout ce qui est paramétrage des logiciels, bien sûr, toujours dans une logique aussi de logiciels open source, sans adhérence, avec des logiciels propriétaires, en tout cas le moins possible, pour garder cette logique d'outils libres. L'écosystème, ce sont les gens avec qui on travaille, on n'existerait pas tout seul, donc on va retrouver là-dedans beaucoup d'éditeurs, mais aussi des intégrateurs. Hop. Voilà, donc des sociétés qui vont évoluer dans soit des périmètres métiers très verticalisés, soit des intégrateurs ou éditeurs qui évoluent dans le monde de la GED, du BPM. Et puis quelques partenaires intégrateurs, intégrateurs et ou distributeurs qui vont donc soit nous représenter, c'est le cas de la société SFI aux Antilles et en Guyane, ou bien des distributeurs qui distribuent nos produits dans le cadre de leur offre globale, c'est le cas d'Opéris ou encore Atreal. Voilà, puis des partenariats après technologiques et commerciaux avec d'autres éditeurs. La société est présente sur les plateformes d'achat, notamment dans la sphère des marchés publics, et très militante dans les associations, que ce soit l'ADULACT, qui défend les intérêts des logiciels libres dans les collectivités territoriales, et récemment au sein de la CNLL, qui est la Commission nationale du logiciel libre, qui est une association qui porte et qui est très lobbyiste auprès des institutions sur justement la promotion et l'éducation autour du logiciel libre. Open Capture V4, donc c'est déjà le lancement d'un nouveau site que je vous encourage à aller visiter, beaucoup plus interactif, dynamique. Hein, le précédent avait bon, comme tout site qu'on revampe, avait un petit peu mal vieilli.
mais il a eu le mérite d'exister. Je vais rapidement vous le présenter. Voilà. Donc beaucoup plus dynamique. On va retrouver toutes les informations concernant le logiciel, que ce soit sur ses fonctionnalités, le lien de téléchargement bien sûr, les principaux modules, et puis bien sûr une zone d'actualité. Et ici, voilà les différents modules de la solution décrits, détaillés avec notamment des captures d'écran. Et après, dans les différents menus, on va se focaliser sur les différentes fonctionnalités, la notion de plateforme, très transversale, et OpenCapture a une vocation transverse de traitement documentaire. Voilà, puis après, différents laïus sur les différents modules d'actualité. Et puis enfin, une communauté aussi, que je voulais vous présenter à travers le forum, qui a été lancé récemment, donc qui va permettre ici de fédérer divers sujets, que je vais plus détailler sur le support. Notamment, on va retrouver les sujets tels que la roadmap, l'information, tout ce qui est changelog. Voilà. Annonces et releases qui vont tourner autour de nos produits et logiciels, tout ce qui est forum communautaire, bien sûr, on est dans du libre, donc il faut que la communauté de développeurs puisse échanger sur des problématiques et autres, les bonnes pratiques et bien sûr tout ce qui est roadmap et financement, cofinancement autour des logiciels, puisqu'il faut que l'on crée du partage pour que ces logiciels puissent vivre, être plus agiles, en tout cas gagner en agilité. Voilà pour la communauté. OpenCapture, donc sur ses fonctions régaliennes, c'est une solution qui va remplir quatre grandes fonctions. La première, c'est tout ce qui est acquisition de documents avec les méthodes qui permettent de passer d'un support analogique et le papier vers un support numérique, ou bien un support numérique vers un autre support numérique, mais réorganisé, réordonné, donc à travers des processus de capture, d'acquisition, de classification de manière complètement agnostique des périphériques, puisqu'Open Capture se rend donc totalement indépendant de les sources qui vont approvisionner en documents, en fonds documentaires. Donc on va retrouver à partir de là donc, tous les canaux de capture, email, upload, API et autres. L'extraction, donc c'est là où va entrer l'intelligence, notamment artificielle, mais pas que, puisque les méthodes algorithmiques d'extraction fonctionnent. Hein. Une plateforme intelligente permet de combiner ces deux technologies pour justement avoir une efficacité maximale, mais aussi, je disais tout à l'heure, dans une logique de frugalité, ne pas utiliser tout le temps de l'IA quand c'est pas nécessaire, adapter donc le contenant au contenu pour éviter d'avoir trop de déperdition et contrôler un petit peu aussi ce développement-là. Le contrôle par des opérations de vidéocodage qui vont être matérialisées par un module qui s'appelle le vérifieur, et ensuite tout un tas de connecteurs qui vont permettre de distribuer ces documents qui ont été préalablement traités vers différentes applications métiers et ou logiciels de gestion divers et variés. OpenCapture donc est écrit en langage React, donc il a été réécrit sur la partie interface en React, et Python sur du back, c'est la partie traitement runtime, hein, la partie traitement documentaire se fait en back dans la partie serveur, la partie front est développée en React. Le reste, donc, c'est l'intégration de toutes ces technologies qui sont toutes des technologies libres, en tout cas sur leur usage, pour créer donc un ERP, un progiciel qui va permettre donc le traitement documentaire pour en automatiser le maximum au sein des processus métiers de chacun. Si on présente OpenCapture sur un schéma, donc c'est une solution qui va être architecturée autour de 3 modules utilisateurs. Le premier qui est un module d'acquisition, de traitement des flux analogiques qui vont être issus généralement des copieurs, des scanners multifonctions, des scanners de production, d'un module de vérification quand des opérations de vérification sont nécessaires et un module d'acquisition de messages électroniques qui va permettre aussi d'aller un petit peu plus loin, puisqu'on va pouvoir aussi liasser, déliasser tous ces lots de documents et en analyser aussi le contenu, y compris les pièces jointes, pour derrière éventuellement
contribuer à l'automatisation d'un processus. Le tout se déversant sur la partie droite, des ERP, des GED aussi majoritairement, hein. Beaucoup de partenaires sont éditeurs ou intégrateurs de solutions de GED pour alimenter soit des plans de classement, soit des workflows. L'architecture d'Open Capture, c'est une plateforme qui va s'architecturer avec de la gauche vers la droite une notion de connectique qui va permettre de récupérer des flux sur un point de montage réseau, par exemple, en assurant un traitement préalable, ce qu'on appelle du pré-processing, avec de la classification si nécessaire, de la séparation, et ensuite appliquer différentes règles liées aussi à la sécurité des flux, puisqu'on peut parfaitement traiter des flux hétérogènes entre eux, sans pour autant que les utilisateurs aient d'interaction, en s'appuyant sur un mécanisme de formulaire qui va représenter en fait le document, la nature de document, des règles matérialisées par des référentiels métiers et ou différentes règles techniques, par exemple de triangulation de données. Et ensuite, quand ces traitements sont opérés, il y a des opérations postérieures qui vont permettre de traiter la data, l'enrichir par exemple, et enfin distribuer cela vers des périphériques de sortie. Donc, en matière de structure, on va retrouver ces 4 grandes fonctionnalités, l'acquisition, l'extraction, le contrôle, l'export. Et on va maintenant se focaliser sur chacune de ces fonctionnalités. L'acquisition, le tri, donc, va pouvoir s'opérer, j'en disais tout à l'heure rapidement, sur les opérations de séparation, de déliassage, de liassage, à partir de tout périphérique qui sera connecté au réseau, à partir du moment où, bien évidemment, on peut capter un contenu qui soit structuré, non structuré ou semi-structuré, voire utiliser Open Capture comme un service, c'est-à-dire lui soumettre un document qui va éventuellement classifier et en extraire des métadonnées pour en retourner le contenu de ces métadonnées. Ce sont des applications qui ont été déployées, par exemple, dans le contrôle de la preuve, quand on va saisir sur une application, un contenu, par exemple un RIB, et qu'on veut s'assurer que les informations saisies correspondent, bien sûr, modulo, quelques informations moins structurées, par exemple des informations comme le nom, prénom, adresse, mais on va essayer de confronter ce qui était saisi dans une application avec une preuve qui va être un document. Donc dans ce cas-là, on utilise Open Capture comme un service qui va donc extraire des métadonnées, en retourner le maximum sans qu'il y ait de contrôle, simplement pour de la confrontation. Voilà l'usage d'une API, par exemple, mais il y a déclinaison de tout cela sur d'autres sujets. L'extraction et le classement, lui, s'opère à partir donc déjà du moteur Tesseract, hein, qui est un OCR sponsorisé au départ par Google depuis 2006, et ce qui a permis aussi l'avènement de ces technologies-là, mais aussi maintenant avec l'avènement de l'IA depuis maintenant quelques années, et notamment des Vision Transformers, c'est majoritairement ce qui est utilisé, qu'on pré-entraîne pour pouvoir classifier en particulier ou trianguler certaines valeurs. On va ensuite rapprocher ça d'un référentiel pour augmenter un maximum la qualité, bien sûr, des informations qui vont être extraites des documents. Donc l'IA, si on utilise ce type de modèle, on va l'entraîner pour extraire déjà des métadonnées, même quand elles sont non structurées, notamment des métadonnées de type date, objet, expéditeur, nom, prénom. La classification par de l'apprentissage continu, on en verra le principe tout à l'heure, et de la prédiction quand on doit diffuser, par exemple, ces documents dans un flux métier, par exemple. Ça peut être, par exemple, de l'adhésion, de la réclamation, je ne sais quoi, peut être fait à base de ces mécanismes-là. Donc, ces mécanismes sont totalement souverains puisqu'on va utiliser les données des clients sans les sortir. Ça aussi, pour nous, je disais tout à l'heure, un enjeu, à la fois par rapport aux ressources qui vont être utilisées, donc adapter le contenant au contenu, même si on sait que les modèles larges proposés et intégrés aussi dans Open Capture peuvent
faire un certain nombre de choses, mais bien souvent, on les utilise pour finalement peu de leur capacité. Donc c'est une problématique de contenant et de contenu. On n'accepterait pas de transporter une petite boîte dans un semi-remorque. De la même façon, utiliser un LLM pour classifier des documents ou en extraire des informations qui peuvent être extraites par simplement de la mécanique d'expression régulière, c'est pas forcément le plus adapté. Puis surtout, on va vers une dérive aussi justement de ce côté énergivore qui ne sera pas en tout cas viable et aussi un enjeu de souveraineté puisque ces modèles sont difficilement, on le sait, aujourd'hui hébergeables sur des infrastructures traditionnelles que l'on connaît tous à base de CPU, de serveurs classiques. Les modèles larges nécessitent donc des infrastructures à base de GPU. Aujourd'hui, il y a une course là-dedans technologique qui fait que c'est compliqué d'investir. Par contre, utiliser des modèles plutôt petits, des slow modèles, des SLM, ce qu'on appelle, qu'on éduque nous-mêmes, permet donc de contenir ce côté frugal et d'adapter en fait l'IA à nos besoins. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est pré-entraînée et qu'elle est aussi supervisée. Donc pour ça, on va classifier, indexer des documents. On va créer donc ces premiers modèles à partir des données que l'on va avoir à l'initialisation du système. Ce qui va permettre ensuite, quand ces données, le jeu de données va largement augmenter, puisque le sens de l'histoire veut que le dataset va augmenter, donc vos données, sans qu'elles ne sortent, sans qu'elles soient toujours contenues dans votre environnement informatique, on va donc surentraîner ce modèle avec des règles qui sont bien évidemment, elles, particulières, hein, adaptées au chaque contexte par rapport à la population de données qui est venue en supplément par rapport à l'entraînement initial. Donc, ce n'est pas forcément de l'entraînement tous les jours, surtout pas, mais il y a une règle, il y a une évolution en fait du dataset, et c'est cette évolution, et en ajustant les règles d'entraînement, de surentraînement, qui vont faire que ce modèle-là va devenir plus précis, et on va acquérir comme ça beaucoup plus de précision. Donc, c'est une courbe d'apprentissage qui va permettre donc d'auto-indexer, auto-typer et auto-adresser à terme vos documents. Pour cela, il faut accepter aussi le fait que le résultat, quand on n'a pas de données ou qu'on n'est pas capable d'en fournir un dataset suffisamment qualifié pour différentes raisons, euh, on va accepter une période transitoire où la courbe va progressivement donc, et asymptotiquement tendre vers une optimisation, une automatisation totale quand c'est possible. Évidemment, il y aura toujours des cas où on va avoir des déchets hein, qui sont liés après à la réalité, le sens de la vie et des documents qui sont parfois illisibles et autres, ou tout simplement pas classifiables, par exemple. Pour ça, donc, on utilise des IA qui sont issus d'un modèle, notamment d'une bibliothèque libre, open source, sur lequel, encore une fois, on éduque, on pré-entraîne ces modèles pour l'usage que l'on a à en faire. Et quand c'est nécessaire, mais uniquement quand c'est nécessaire, on est obligé de passer, bien sûr, quand on a besoin, notamment sur les documents qui sont non structurés, souvent, d'utiliser des modèles larges, comme le modèle Mistral AI avec son modèle OCR, qui est, faut le dire, assez performant. Le contrôle donc de ces données de validation va se faire à travers un interface qui est, lui, dédié au vidéocodage, avec différentes règles qui vont être implémentées à l'intérieur, et bien évidemment l'export de ces données avec toute la connectique et on va dire les partenaires avec lesquels on travaille, qui vont permettre d'exporter ces données vers différents logiciels tiers, que ce soit des logiciels métiers, des logiciels de GED, avec tous les forks, notamment du logiciel Alfresco, les applications métiers verticalisées qui en déclinent. Et ensuite, là, on est plutôt dans le monde, on va dire, des ERP. Voilà, donc on va passer maintenant à l'Open Capture, donc maintenant à la démo, donc Open Capture V4, le changelog. Après avoir fait ce brief sur ses principales fonctionnalités et son architecture. Je rappelle qu'on a démarré ce projet en octobre 2025, Open Capture V4, donc sur la base d'une roadmap qui avait été arrêtée par rapport au projet et notamment aussi au financement que l'on avait potentiellement en face à travers différents projets de déploiement.
Donc le temps de développement a été correct, et notamment ce qui a été le plus chronophage, bien évidemment, c'est la refonte de l'interface que je vais vous présenter maintenant, et ensuite on va enchaîner par tout le reste. Alors Open Capture V4, c'est donc une nouvelle interface qui se présente de la façon suivante. On s'y connecte, alors il y a une personnalisation déjà de l'écran d'accueil. Quand c'est la première fois que vous y connectez, qui va vous permettre déjà de personnaliser votre écran d'accueil. Est-ce que vous êtes plutôt utilisateur d'un module ou de l'autre? On va dire celui-ci. La langue dans laquelle vous allez pouvoir évoluer, et ensuite le style sombre ou clair de l'interface. Et le mode de visualisation, est-ce qu'on est plutôt en mode liste ou en mode imagette? Si je choisis de l'imagette, mes écrans seront plutôt présentés, sont toujours présentés sous forme d'imagette, même si je pourrais basculer de l'un à l'autre. Voilà ensuite l'interface telle qu'il se présente aujourd'hui. Alors, je vais rebasculer sur l'autre navigateur parce que je voulais vous montrer la personnalisation. On va s'y reconnecter. Voilà, donc c'est une ergonomie qui a été totalement revue. On va y retrouver, par exemple, donc sur les modules, l'accessibilité se fait ici, sur les différents modules aujourd'hui que l'on a, les deux modes d'affichage qu'on retrouve là, en mode liste ou en mode imagette. Les filtres à facettes, qui sont devenus un incontournable maintenant des logiciels dans lesquels on a besoin de rechercher de l'information simple, donc par le biais de... Donc là, ici, on a trié sur des lots qui sont datés, le statut de ces lots, les comptes clients qui y sont associés, ou bien le formulaire lequel on veut récupérer. Par exemple, ici, ce sont des documents RH, si j'en avais, ou là, par exemple, des documents de type vérifieur. Voilà pour la notion de filtre. Ensuite, on va avoir, donc tous les écrans ont été bien évidemment revus, avec dans chaque menu, comme l'historique ou bien les statistiques, cette notion de filtre qui va permettre de trier à chaque fois sur, voilà, sur les différents utilisateurs ou bien les volumes de documents, par exemple, traités sur une année. S'il y en a, bien sûr, condition que je souhaite que je sélectionne une année, par exemple. Le monitoring, donc, c'est plutôt les fonctions de supervision de la plateforme lorsque des traitements sont lancés. Et ici, tout ce qui est lié, alors soit les comptes clients qui vont être liés à la sécurité, qui va permettre donc de définir des autorisations à différentes populations d'utilisateurs. Les comptes de tiers, donc, c'est la notion d'émetteur, puisque chaque document a un émetteur. Et l'association de cet émetteur à une fiche permet notamment d'être plus pertinent dans la recherche et l'extraction de ces documents-là. Voilà sur l'essentiel. Donc on va revenir sur le module, par exemple, de vérification à ce niveau-là. Donc on a un module, par exemple, le premier, pardon, le module de splitter, qui va nous permettre donc de pouvoir récupérer ici un certain nombre de documents, si on prend cela, hop, qui ont été déjà, entre guillemets, numérisés. Donc si je téléverse, par exemple, un nouveau document ou une liasse de documents, disons plutôt, qui va correspondre, par exemple, ici, à un lot de courrier, hop, on va le téléverser. Donc un traitement va s'opérer. Ce traitement, je vais pouvoir le voir en temps réel dans l'écran de monitoring qui est en train de se dérouler là. Voilà. Un statut qui est en train de se mettre à jour. Et quand le traitement sera terminé, on va pouvoir récupérer sur notre module, ici, ce lot qui a été donc versé. Hop, il faut peut-être prendre... Voilà. Si on téléverse, par exemple, on va se focaliser sur les fonctionnalités de liassage et de déliassage. Si je téléverse, admettons, un email, donc je vais l'intégrer à travers ma messagerie.
si j'y arrive, hop, je ferme. Hop. Hop, petit effet démo, ça va se régler. Hop. J'arrive pas à accéder à la messagerie, ce qui me perturbe, mais ça va. Je vais le faire différemment. Hop. OK. Hop, on va y retourner dans les lots. On va effacer les filtres. On va retourner là. Ici. Voilà l'autre lot de courrier que l'on a téléversé tout à l'heure. Donc on a eu un traitement qui nous a permis donc de séparer déjà ces courriers. Avoir ici donc une candidature, un arrêt de travail par exemple, une autre candidature. Ici sont des demandes diverses et variées qui ont été donc traitées, séparées. Donc les fonctionnalités classiques qui existaient au préalablement, qui vont permettre de reliasser ces lots de manière très simple comme ça, elles n'ont pas été remises en cause, bien sûr. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est de pouvoir faire la même chose sur des lots de type, par exemple, email. Donc pour ça, j'ai besoin d'en déverser un. C'est mon souci, mais je vais y arriver. Bon, on va continuer en attendant. Ici, ce sont par exemple des demandes qui peuvent être liées à des demandes d'assistantes maternelles dans lesquelles on va avoir différents documents qui peuvent être versés. On va pouvoir ensuite associer des noms, des prénoms d'usage quand ces derniers ne peuvent pas être extraits automatiquement ou rapprocher ça d'un référentiel, par exemple. Voilà, donc on va ensuite, hop, j'y arrive. Voilà, ça y est, je vais avoir dans quelques instants un email que j'ai intégré dans le module qui va apparaître et on va pouvoir regarder comment on va pouvoir manipuler cette pièce. Ici, donc, ensuite, on a possibilité aussi de fusionner des lots, puisque on peut avoir des lots qui peuvent être soumis à différents traitements, qu'on va pouvoir, par exemple, hop, demander une fusion de ces lots-là, pour ensuite avoir un traitement unique dans la chaîne de capture qui va en découler. Bon, on va rafraîchir en espérant que le document arrive. Ça va bientôt arriver. Bon, les fonctionnalités de recherche qui vont permettre de traiter sur le contenu des documents, avoir une possibilité de recherche de mots-clés, par exemple. Je pense qu'on n'est pas loin du compte là. Voilà. Donc ici, mon email que je viens d'intégrer, qui se présente de la façon suivante. Donc j'ai un message électronique, qui est une demande ici de remboursement. On est sur de la Mensi 12 par exemple, hein, qui est une demande d'un adhérent, d'une personne hein, qui va demander le remboursement de 2 soins, admettons, et puis il y a en pièce jointe dans son message d'origine en fait 2 factures qui ont été anonymisées pour l'exemple, mais qui vont permettre donc, qui correspondent donc à 2 actes. Le problème, c'est que si on ne déliasse pas ce document-là, on va donc avoir finalement un traitement métier derrière, alors que finalement, c'en est 2, voire 3, si le corps du document peut contenir également des informations nécessitant aussi un traitement parallèle.
Donc pour ça, on va utiliser la notion de déliassage qui va permettre donc d'éclater ce lot en 3 documents. Donc le déliassage a été effectué avec donc un document, un second qui correspond à la première qu'on va typer et la deuxième demande qu'on va typer également. Donc là, on a donc 3 documents. Maintenant, si ce dernier ici n'est pas nécessaire au traitement, je vais pouvoir le supprimer. Mais je peux faire aussi l'inverse, c'est-à-dire considérer que ce document-là est finalement la demande principale et décider de le définir comme le document principal et les 2 autres, qui faisaient partie de la requête initiale, vont être donc liassés, puisque maintenant, en pièce jointe, je retrouve le corps de mon message électronique et la première pièce jointe, que je peux déliasser de nouveau, et ainsi de suite. Donc cette fonctionnalité-là permet donc, lorsqu'on a une demande qui émane d'un portail métier, tout simplement d'une demande qui arrive par email, de pouvoir donc comme ça séparer les traitements en fonction évidemment de la nature et d'instruction du dossier. Voilà pour ces fonctionnalités-là. On va passer hop, sur la suite. Donc la copie conforme, notamment dans le cadre normatif de la norme NFZ 4220-4226. Pour ça, donc, on va faire un petit peu d'abord de théorie. Donc la norme 42-20, c'est donc la norme de référence qui garantit qu'une copie numérique peut valablement remplacer l'original. Alors il y a deux sources, hein. On peut parler d'un document papier que l'on va donc convertir en numérique et qui va être donc potentiellement destructible, puisque l'objectif de cette norme en particulier, c'est d'éviter de conserver des archives papier pour gain de place, de coûts, etc. Mais c'est aussi de pouvoir détruire légalement un document qui est original, avoir une preuve qui en est recevable en cas de litige, mais aussi globalement, plus globalement, hein, de fiabiliser donc ces processus. Donc on peut parler aussi de numérique, puisqu'on peut acquérir des documents par voie électronique, que ce soit un email, par exemple, ou ce qui vient d'une application, d'un portail, et ensuite purger cette boîte-là, puisqu'on sait que le traitement derrière a été correctement fait et surtout conforme à cette norme-là. Alors il y a un mix ou une confusion entre des normes qui sont complémentaires. Il y a notamment la 42026 qui traite, elle, de l'archivage, de la conservation en fait, et la norme 013, 42013 qui, elle, permet des mécanismes en fait de non-altération. Donc c'est-à-dire qu'on va assurer la non-modification, non-répudiation du document dans le temps. Donc ce sont des normes évidemment qui sont complémentaires. La norme 42020, elle, se focalise essentiellement sur l'acquisition du document et sa traçabilité qu'on va voir juste après. Les autres sont plus, elles, focalisées sur le traitement qui en fait derrière pour pouvoir pérenniser derrière ces éléments de traçabilité que l'on va voir. Donc les exigences techniques d'une norme comme la 42020, c'est avant tout d'avoir, bon, ça c'est vraiment purement par rapport à l'image, à son acquisition, donc l'acquérir d'une manière la plus fine possible. Donc utiliser plutôt de la numérisation haute qualité. Utiliser aussi le côté fidèle, c'est-à-dire que on doit conserver les formats des documents que l'on numérise. Si on numérise une carte d'identité dans un petit format, on ne peut pas la redimensionner. Et aussi, on se doit de conserver l'intégrité physique du lot de numérisation. C'est-à-dire que si vous avez des pages blanches, dans la théorie, je dis bien dans la théorie, vous devez conserver aussi, sur la face verso de ces documents-là, les pages blanches, pour ne pas altérer tout simplement le côté lot en fait physique, de façon à ce que derrière on puisse avoir une restitution potentielle de cette archive telle qu'elle était au moment de sa numérisation. Ça nécessite aussi un journal de traçabilité. Ce journal va permettre d'historiser en fait toutes les transactions qui vont être faites, on va le détailler juste après. Évidemment, le signer avec un tiers de confiance va permettre de sceller aussi ce journal avec un horodatage pour pouvoir sécuriser donc cette traçabilité. Mais la norme technique ne suffit pas.
puisque la répétabilité des gestes de production des opérateurs qui vont être en charge de numériser, d'acquérir l'information, doit être la même dans le temps. Pour ça, donc, il va falloir aussi être vigilant à la formation du personnel, évidemment avec la mise en place de tout un processus d'organisation de la salle de numérisation, la salle d'archives, comme on veut. Et ensuite, une convention peut être passée avec notamment le service des archives s'il existe en interne, ou bien, je pense que au niveau des départements, les services des archives départementales sont aptes à répondre, notamment à pouvoir, entre guillemets, décrire et pouvoir conventionner, en tout cas, tout un processus d'acquisition documentaire. Donc, si on reprend dans le traitement, en fait, le- les étapes importantes de cette norme-là, c'est lorsque le document arrive dans le système. Déjà, c'est d'initialiser un journal de transaction. Ensuite, on va avoir un événement qui va être lié à la réception de ce flux, de quelle façon, par qui, comment, quel canal. Ensuite, on va créer le batch qui va permettre, donc le batch, c'est le traitement, qui va permettre ensuite toutes ces opérations qu'on a vues sommairement tout à l'heure, liassage, déliassage, traitement, vidéocodage, ainsi de suite. Et ensuite, la création du lot ou des lots si des opérations derrière de réorganisation sont nécessaires. Pour sceller finalement ce journal avec un tiers de confiance, pour l'instant, on a éprouvé deux services, celui de Certinomis, qui est une filiale de la société DocaPost, et Free TSA, qui est un service open source, lui par contre, qui permet donc le scellement de ces transactions avec évidemment un niveau de service qui est un petit peu différent entre les deux. Et enfin, exporter ce journal de transaction dans un format, souvent c'est du JSON, pour être durablement conservé par la suite. Donc ça, c'est la théorie qui va permettre donc d'assurer cette traçabilité à la fois technique, parce que chaque opération sera journalisée par des événements qui vont être déclenchés dans le système, en fin de cycle, scellé dans un eurodatage avec un tiers de confiance et exporter ce journal en cas de besoin d'audit, de traçabilité ultérieure dans le système qui va donc recevoir ces documents. Donc, techniquement, ensuite, ce sont des journaux qui se créent au fur et à mesure. Hop, de la transaction. Donc, ce que je peux faire, c'est vous en montrer quelques-uns. Hop. Voilà l'exemple d'un journal hein, qui a été créé lors d'une transaction. Donc, on retrouve les événements que l'on disait tout à l'heure. À chaque événement est créé ce qu'on appelle un hash, qui est une empreinte hein, qui scelle, en tout cas, la nature de l'événement. Lorsque le fichier est reçu, lorsque le batch a été créé, et enfin, donc, on va avoir un lien vers le fichier, bien évidemment, et on va aussi hacher ce fichier, c'est-à-dire qu'on va en prendre une empreinte pour sceller aussi directement le document pour éventuellement derrière, on disait tout à l'heure, que le système s'assure que ce document n'a jamais été transformé dans le temps ou modifié. Et le journal de transaction qui va être scellé avec également un jeton. Après, c'est technique hein, qui va permettre, grâce à cette empreinte, ce H ici qu'on retrouve là, lorsqu'on va redemander éventuellement à l'autorité de certification, de tiers de confiance, ce journal-là, il sera capable également donc d'en assurer la preuve, en tout cas d'en fournir la preuve avec notamment leur journal, leurs propres journaux, eux, de transaction. Donc là, c'est vraiment technique, mais ça permet d'avoir donc cette facilité de pouvoir donc assurer tout au long de la chaîne d'acquisition la traçabilité, la non-répudiation et la non-altération de ces données dans le temps pour ensuite pouvoir avoir, du moins avoir, prétendre à une certification donc NFZ 02, pardon, NFZ 42020, la fameuse copie conforme. Et ensuite, on peut éventuellement donc accéder à la demande de pouvoir détruire ces documents lorsqu'ils sont directement, définitivement scellés. Voilà, donc on retrouve ici un journal de
Hop, il faut que j'arrive quand même à le placer de l'autre côté. Voilà. Donc on retrieve ici un journal tel que je vous le disais, avec différents éléments. L'initialisation du journal, un fichier qui a été reçu, un batch qui a été créé à un moment donné dans le module, et puis derrière, un lien vers les éléments qui ont été traités, le document et l'empreinte, le hash du document, qui va permettre derrière ça d'assurer sa non-altération. Et puis ici, le journal de transaction qui est scellé par le tiers de confiance ressemble à quelque chose comme ça, puisqu'on va avoir l'autorité de certification qui délivre son propre jeton, et ensuite le hash qui va permettre donc de sceller cette transaction et de pouvoir, j'ai dit tout à l'heure, en retrouver les éléments de traçabilité si nécessaire. Voilà pour ça. Euh, Au niveau du module vérifieur, puisqu'on n'a pas encore, on n'a pas encore été, donc là on a à l'intérieur donc différents donc, documents qui sont aussi donc, filtrables par, tout à l'heure, même fonctionnalité que dans le splitter, qui est le module de vidéo de séparation, d'acquisition de l'image. Donc là, c'est plus un module de vidéocodage qui va nous permettre en fait de contrôler ce que la machine, hein, soit avec de l'IA, ici c'est le cas quand on fait du document qui n'est pas structuré comme celui-ci, on va utiliser en fait des méthodes d'extraction qui vont permettre de récupérer en fait les informations de l'émetteur, on crée donc évidemment un émetteur, et dans la fiche traitement, derrière, classifier ce courrier comme une plainte, un courrier simple et puis un objet. Si cet objet doit être tout simplement amendé ou que l'objet n'a été pas extrait correctement, on pourrait par exemple ici détourer et en faire autre chose. Donc là, ça n'a pas changé. L'ergonomie a été un petit peu revue pour essayer que ce soit un petit peu plus fluide. Donc d'autres technos, notamment sur la partie UX, ont été utilisés. Voilà, donc hop, on peut aller voir aussi d'autres types de documents, que ce sont par exemple en utilisant des LLM, on peut aller extraire ici, hop, des documents plus complexes, qui sont ici par exemple des commandes passées à un client, donc dans lequel on va récupérer des lignes, chaque ligne avec un poste, une référence, une description, un libellé, une quantité. Voilà, puis dans la partie traitement, pareil, le numéro d'OA, la date, et tout le pied de document qui va être récupéré sur la dernière page, j'imagine. Voilà, ici, ces éléments-là. Voilà, donc tout ça est traité ici, par exemple, puisqu'on utilise une IA, en l'occurrence ici un LLM, pour extraire le contenu, parce que les méthodes traditionnelles, notamment basées sur l'OCR, n'étaient pas assez précises. Alors comment on intègre ça assez facilement, puisqu'on va avoir, tel que c'était dans la version 3, ce qu'on appelle une notion de workflow, ici. Hop. Donc si on prend par exemple le workflow que je viens de vous montrer, c'est celui de traitement des commandes clients. Ici, hop, voilà, donc on va utiliser un modèle qui va être le modèle, en l'occurrence Mistral, OCR. On pourra en créer d'autres, chacun ayant par exemple des fonctions différentes, puisque derrière on va prompter dans le modèle pour lui passer des instructions. On va faire bien sûr du prompt, accompagné de chaque document qu'on va lui transmettre. Donc là, on utilise ce modèle-là, et ce modèle-là, lui, va se retrouver dans les paramètres au niveau ici. Voilà. Donc Mistral OCR, par exemple. Hop, on va donner notre jeton, la clé d'API, ainsi de suite. Et c'est à ce niveau-là qu'on va ici donc faire du prompt pour utiliser, récupérer en fait ce que l'on souhaite. Donne-moi l'unité de la quantité de la ligne, etc. Vous voyez, donc c'est vraiment du prompt qui va nous permettre ici de assez facilement tuner en fait ce qu'on veut faire. Donc on aurait des choses assez précises. Donc c'est là où on peut traiter très facilement des documents qui sont non structurés quand c'est nécessaire. Le reste du temps, on préférera bien souvent utiliser des méthodes traditionnelles comme des champs personnalisés, comme un IBAN, un nom de contrat, un nom d'usage ou autre. Si on prend un IBAN, lui est plutôt associé à des expressions régulières. Donc voilà, un IBAN, ça se matérialise comme ça.
On peut par exemple ici utiliser une expression pour voir faire. Tac. Voilà. Et puis là, il va nous extraire ce qu'il va trouver par rapport à cette règle d'expression régulière. Et ensuite, on peut utiliser, alors la zone de test, c'est plutôt celle-ci, excusez-moi, je me suis planté. On va faire comme ça, voilà. Donc là, il vous indique derrière ce qu'il récupère. On voit que les derniers caractères qui sont en minuscules, il ne les prend pas, de la même façon que je mets des chiffres, puisque l'expression régulière ne permet pas notamment des chiffres en minuscules. Donc ça, c'est assez simple, ça reste valable. C'est comme ça qu'on combine l'OCR et ces règles d'expression régulière quand les documents sont structurés ou semi-structurés avec des modèles d'IA qui vont complémenter ce qu'on ne peut pas extraire par ces méthodes-là. Ensuite, l'idée, c'est d'associer dans un formulaire, donc si on retrouve par exemple pour le RIB, hop, les champs du formulaire, on va avoir un BIC, un compte de tiers qui va être l'émetteur du RIB, donc la banque, et puis dans le traitement, on va retrouver ici, je pense, voilà, le numéro d'IBAN, le nom, le prénom. Ces deux informations-là, elles derrière, ne sont pas associées à une regex, mais par contre, on utilise là sur le coup une IA supervisée pour aller extraire des données qui ne sont pas structurées comme un nom de famille et un prénom par notamment une méthode et des petites IA qu'on a nous-mêmes entraînées pour ce type d'application. Donc il suffit, si on veut rajouter par exemple, alors ça n'a pas forcément de sens, mais une adresse mail sur un RIB, si ça avait été possible, ben, hop, l'adresse mail derrière répond à une expression régulière, on aurait pu la rajouter ici dans la partie traitement. S'il la trouve, il la remplit, s'il la trouve pas, ben, il ne la remplit pas. Voilà le fonctionnement, donc c'est des formulaires que l'on construit de manière assez simple, grâce hop, à cette notion de champ personnalisé ici, qu'on peut définir ici à droite, on retrouve le BIC, la date d'arrivée, etc., qu'on peut ensuite glisser dans les différentes sections du formulaire et qu'on va retrouver ensuite de disponible dans les écrans de vidéocodage. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ce qu'on peut voir aussi, c'est les IA de classement. Hop, donc on peut aller, donc ça se trouve au niveau du Jupyter, là. Ici, donc ce sont des IA pareils qu'on a éduqués nous-mêmes, ce sont des modèles que l'on entraîne nous-mêmes donc pour faire de la classification. Donc, ce sont des algorithmes naïfs, on utilisera des petits modèles. Encore une fois, stratégie d'adaptation du contenant au contenu. Donc à partir d'un dataset, on va entraîner ce modèle pour les classifier par rapport évidemment à la classification préalable qui en a été faite dans le système. C'est pour ça qu'on dit qu'on a toujours une courbe d'apprentissage. Donc là, on a créé un modèle qui classait à l'époque des cartes d'identité, des factures et des RIB. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on avait dans un lot, dans un flux métier, ces différentes typologies de documents qu'on avait besoin de classer pour injecter ensuite dans des traitements, des workflows différents, parce que chaque document ne va pas être traité de la même manière. Évidemment, chaque document va ensuite être affecté à un formulaire différent qui va avoir des règles d'extraction différentes. Donc pour ça, on a besoin de les classifier. Chose assez classique en ladrade. Donc on va ici avoir ce modèle-là, on lui donne un seuil à partir duquel ou au-delà duquel on veut que ça classe. Si on n'est pas sûr en fait du classement, on préfère mettre le document dans une valeur indéterminée qui sera classée par un opérateur. Et c'est ce seuil-là en général qu'on va progressivement augmenter quand la précision du modèle sera meilleure au fur et à mesure du temps. Si je veux tester ensuite ce modèle, là j'ai possibilité de le faire là directement. Je vais prendre par exemple un document. Donc là, je sais que ce sont des cartes d'identité, donc je vais prendre la première et on va simplement lui demander de me la classifier. Donc voilà, donc il m'a classifié ce document-là comme une carte d'identité, il en est sûr à 100%. Ça, c'était le plus facile, puisqu'une carte d'identité, c'est quand même assez singulier. On va plutôt utiliser une facture. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dans la facture, mais je sais que ça en est une. Là, c'est pareil, donc il a classifié comme un modèle facture, il en est sûr à 100%. Et ensuite, ce modèle, on va pouvoir l'utiliser au sein d'un workflow. Par exemple, celui-là, je crois qu'il y en a un qui est fait pour ça, voilà. Ici, donc lors de la première étape, on va pouvoir utiliser ce modèle de classement pour lui dire, tu vas me classer ces documents que tu vas recevoir dans cette entrée-là,
en carte d'identité, facture RIB, puisque ce modèle classe ces documents-là. Et si tu ne trouves pas, tu les classes dans une catégorie indéterminée. L'entrée, le traitement qui est fait par ailleurs, et ensuite la sortie. Ce qui est intéressant aussi, c'est la notion de post-traitement ou de pré-traitement qu'on peut retrouver ici après la première entrée. Là, si on active en fait cette fonctionnalité-là, apparaît ici une possibilité de faire en fait du script qui va nous permettre, dans l'étape d'après, d'aller ici, coder en Python, c'est là où on sort un petit peu du no-code, mais dans des fonctions de traitement un petit peu spécifiques, où on a besoin, en fonction de la lecture d'une information, ou quand on veut implémenter des fonctionnalités de métier très verticalisées, par exemple, j'ai un lot de documents CNI, carte d'identité RIB, et je dois avoir avec, si j'ai par exemple, où j'ai un formulaire, par exemple, qui coche que la personne, elle est mariée. Donc, je dois avoir à côté de ça, obligatoirement, dans les types de documents que je dois recevoir, un livret de famille. Donc là, on est sur une notion de complétude. Ces fonctionnalités-là vont pouvoir être implémentées à partir de ces scripts-là, puisqu'on va pouvoir dire, je reçois un CERFA, j'ai bien un CERFA qui est présent, et dans les documents qui ont été classifiés juste après l'entrée dans la chaîne de traitement, je n'ai pas ou j'ai trouvé un type de document qui s'appelle livret de famille, que j'ai en tout cas détecté ou classé comme livret de famille, donc je peux passer à la suite. Si je ne peux pas, c'est là où je vais déverser mon flux dans une autre chaîne de traitement, où là, je vais avoir besoin d'un opérateur qui va donc peut-être bloquer le système, rejeter le lot, enfin bref, derrière, faire un traitement ou déverser ça dans le logiciel métier avec un statut particulier pour dire pièce manquante. Donc là, on a des possibilités qui sont quasi infinies. On va pouvoir ainsi, grâce à ça, pouvoir implémenter des processus métiers liés au traitement documentaire, comme par exemple ce que je disais tout à l'heure sur la complétude d'un lot quand on a des pièces qui doivent être jointes à des documents et qui sont absentes, par exemple. Donc, si vous voulez voir à quoi ressemble un script écrit, on peut en avoir ici, je crois, dans le vérifieur de mémoire. Hop. Là, par exemple, on a un workflow. Ouais, c'est le cas. Donc ici, par exemple, voilà, donc écrit en Python, c'est un script qui va simplement regarder si la facture, parce que là on est dans un traitement de facture, si elle correspond à un format structuré comme du FactureX. Si c'est le cas, on va donc déverser cette facture dans un autre traitement, puisque l'extraction de contenu ne sera pas tout à fait la même que si c'est une facture purement CR. Donc voilà l'exemple de code qui peut être fait et qui donc démultiplie les possibilités liées donc au traitement et au flux documentaire. Beaucoup utilisé dans notamment, je vous disais tout à l'heure, des traitements qui sont liés à, par exemple, des commandes d'achat, dossiers d'inscription, dossiers, on peut avoir aussi tout ce qui est dans les parcours sociaux, ce genre de choses. Voilà, donc on a vu l'essentiel, on va revoir vite l'ordre du jour pour voir qu'on n'a pas oublié quoi que ce soit sur les fonctionnalités clés du changelog. Donc l'interface, la partie mail collect qui a été un peu compliquée, mais j'y suis arrivé, lié notamment à l'arrêt de ma messagerie, mais on s'en est sorti. La partie copie conforme qui donc permet d'assurer la traçabilité totale et le scellement d'une transaction à travers un tiers de confiance pour donc assurer cette traçabilité. N'oubliez pas que la norme n'est pas que technique, nécessite aussi la mise en place, ou du moins en tout cas la répétabilité des gestes de production dans toute la chaîne d'acquisition, donc de la formation du personnel, donc d'organisation, donc également, et pour aller un petit peu plus loin, la mise en place de conventions avec un service qui va permettre d'en assurer la validation en tout cas. Mais la brique technique, elle en tout cas, sera couverte par la partie Open Capture. La notion de tout ce qui est champ personnalisé, traitement, donc tout ce qui est lié à l'extraction, la facilité d'intégrer de nouveaux champs dans les formulaires d'extraction et de les construire finalement aussi de manière assez simple. Et enfin, l'intégration de l'IA, on l'a vu tout à l'heure, soit par apprentissage avec des modèles que l'on va entraîner localement pour faire de la classification, par exemple, ou alors des modèles plus larges, donc qui vont par contre nécessiter de sortir aussi des données parce on a du mal à les infogérer,
Et on le fera quand c'est nécessaire et uniquement quand c'est nécessaire pour aussi des enjeux de souveraineté, mais également de frugalité pour ne pas consommer ce qu'on n'a pas besoin de consommer. Donc là, on va pouvoir aussi prompter des IA beaucoup plus larges, comme les modèles de Mistral, de Copilot ou bien encore Gemini, si besoin, et tant d'autres qui vont venir sur le marché à terme. Voilà.